Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc on vous propose une conférence de synthèse qui va être présentée par l'ensemble de l'équipe de la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou. Une conférence de synthèse qui va reprendre les éléments majeurs que vous avez pu voir dans la journée, à travers les 16 ateliers, mais aussi les 6 conférences techniques auxquelles vous avez éventuellement pu assister. Donc on vous a préparé tout ça tous les 6. Et puis c'est parti. Donc une conférence vers un élevage, acteur de la transition face aux défis climatiques, cette phrase qui a un peu rythmé toute la journée. Donc depuis les années 1960, on observe une évolution de la température qui s'est fortement accentuée depuis les années 2000, avec 0,42. Donc un réchauffement climatique global qui s'accélère, avec des aléas météo de plus en plus fréquents et intenses pour l'agriculture. Alors d'un autre côté, il y a ce contexte d'aléas, et puis on peut aussi regarder le graphique de droite, toutes les interrogations qu'on a autour de l'inflation, notamment des postes de charge. Là, la courbe représente l'évolution depuis 2016 du poste énergie dans des systèmes de viande bovine, donc et principalement du carburant, avec un contexte où on voit une forte augmentation, notamment avec le conflit ukrainien, donc une augmentation conjoncturelle liée au conflit ukrainien. Il y a eu toute la thématique de la sobriété à l'entrée qui s'est invitée en septembre 2022. Donc une inflation globale en fait sur l'ensemble du prix de l'énergie, mais aussi des matières premières. Et en sachant qu'effectivement sur des approvisionnements, il y a quand même une vulnérabilité au niveau de l'Union européenne. Il n'y a pas de production de pétrole et on peut penser aussi à d'autres matériaux, type béton, type acier ou phosphore quand on est dans le monde de l'agriculture. Donc voilà, une vulnérabilité sur les approvisionnements à l'échelle de l'Union européenne. Alors le changement climatique en élevage, il va se caractériser par des prairies qui vont être de plus en plus sèches l'été ou des parcelles humides en hiver parce que une pluviométrie qui va être de plus en plus contrastée. Donc l'élevage va devoir s'adapter de plus en plus au changement climatique avec des bilans fourragers qui vont être compliqués à gérer et le tout en essayant de maintenir un pâturage toujours au maximum. Un enjeu d'adaptation mais aussi un enjeu d'atténuation des émissions. L'agriculture, ça représente 19% des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Et dans ces 19%, il y a 60% qui est lié à l'activité d'élevage. Alors il y a une part très importante qui est liée au méthane, 56%, donc ça c'est les ruminants, les rumènes, mais aussi du N2O, du protoxyde d'azote, ça qui est lié aux activités d'épandage. Et puis enfin, 15% des émissions liées au CO2, donc là c'est l'utilisation de carburant notamment. En plus de ces objectifs d'atténuation, on va avoir des objectifs de sobriété énergétique. Bertrand vous a dit que ça allait être de moins en moins évident. Et effectivement, le poids de l'énergie, il est important. Une place très importante au carburant, donc ça c'est évident. Mais aussi, globalement, à l'échelle de l'agriculture française, beaucoup d'énergie liée à la fabrication d'azote. En plus, on a des autres activités directes et indirectes qui font qu'on a une consommation importante d'énergie dans notre milieu d'activité. Et donc déjà en 2019, après 20 ans de recherche, on voit qu'on a déjà plusieurs éléments et plusieurs acquis à Torigné qui adressent une partie de ces enjeux. Déjà parce que la ferme essuie le cahier des charges de l'agriculture biologique, et du coup, ça veut dire pas d'engrais chimiques de synthèse et pas non plus d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc ça, c'est des atouts directs en termes de préservation des ressources et de limitation des pollutions sur l'environnement. D'autant plus que la réglementation de l'agriculture biologique, elle précise qu'on doit favoriser le pâturage lorsque les conditions le permettent. Et c'est justement ce qu'on essaie de maximiser sur la ferme, ce pâturage. Donc on a également d'autres acquis permis en 2019 par des choix de conduite, donc qui ont permis à la dernière porte ouverte il y a 5 ans de caractériser le système comme étant efficient, viable et transposable. Donc ça, c'est notamment permis par un système qui est 100% autonome. Cela depuis 20 ans en 2019, donc aussi bien en tonnage, en énergie qu'en protéines. Donc tout ça, c'est permis grâce à une diversité, une complémentarité des ressources sur la ferme. Donc on a aussi bien des prairies à flore variées, des prairies naturelles, des associations de céréales protéagineux récoltées en grains, en ensilage, qui contribuent à sécuriser le système. Aussi, sur la conduite animale, on a un système qui est efficace et optimisé, notamment car on cherche à maîtriser l'improductivité. Et ça, c'est permis par une double période de vélage stricte au printemps et en automne, et aussi par un premier vélage qui se fait à 30 mois, permis par cette double période.
qui nous permettent d'avoir une bonne productivité par UGB à 330 kg déjà en 2019. 330 kg de viande vive par UGB. Donc le système, c'est un système naisseur-engraisseur de bœufs, où déjà en 2019, on valorisait 85% des effectifs en viande finie dans la filière. Et c'est également une rentabilité économique qui était déjà démontrée, car le système était en capacité de rémunérer 2 SMIC bruts par UTH. Des éléments de contexte qui nous conduisent à fixer cette problématique. 2 gros enjeux. Le changement climatique, avec des répercussions de plus en plus claires. Et deuxième enjeu, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Le tout dans un contexte où on doit aussi intégrer les notions de souveraineté alimentaire et de viabilité, transmissibilité des outils. Donc face à ce constat, il y a une nécessité. La nécessité, ça va être d'adapter, de revoir, de faire évoluer ces systèmes de production dans ce contexte marqué par des aléas de plus en plus fréquents et contraignants. Par rapport à ça, la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou, elle a 2 objectifs pour répondre aux enjeux de la profession, être en mesure de produire des itinéraires techniques fiables et éprouvés, répondant à ces enjeux, mais aussi proposer une mise en œuvre cohérente dans un système robuste, transposable et bien évidemment viable. Alors le support de Torigny pour réaliser tous nos travaux, c'est 145 hectares de SAU, donc 85 en rotation, sur un sol plutôt hydromorphe, donc séchant l'été et humide l'hiver, et 675 mm de pluviaux par an, assez variable. On a un troupeau de 80 vaches allaitantes en double période avec naisseur-engraisseur de bœufs. Toutes les nouvelles innovations qui sont testées sur Torigny sont d'abord testées en analytique, c'est-à-dire qu'on les teste soit en micro-parcelles pour les fourrages, soit en lots d'animaux pour les essais sur les animaux, et le tout sur 3 ans, répété sur 3 ans pour s'affranchir des conditions climatiques des années. Toutes les mesures qui sont réalisées et approuvées sur ces 3 années sont ensuite intégrées dans le grand système Torigny pour avoir toujours une articulation cohérente entre l'analytique et le systémique. Donc pour répondre à ces enjeux d'adaptation, d'atténuation et aussi de sobriété, on va illustrer à travers 5 leviers qu'on a expérimentés sur la ferme ces dernières années. Et on va commencer par un levier autour des fourrages et la difficulté d'implanter des prairies face à ces évolutions climatiques. Donc la part de prairies étant très importante sur l'exploitation, on se doit de ne pas louper le semis. Et en même temps, on a des périodes fin estivales assez sèches, ce qui fait qu'on a décalé notre semis de prairie début octobre, tout en le combinant avec le semis de métail, céréales protéagineux, donc vers une période située autour du 10 octobre. La partie prairie donc, elle se met à 27 kg/hectare, et ensuite il y a 2 destinations, récolte ensilage ou récolte grain, avec des céréales semées en fonction des destinations. Donc la partie récolte ensilage se fait fin mai, début juin, et la partie récolte grain début juillet. Suite à ça, en fonction de la météo, on a la disponibilité de la prairie qui est déjà en place. Donc on peut espérer un pâturage allant de août à septembre, et un petit peu plus tard, mais pas trop sur des prairies de première année. Donc, Philippe a présenté l'itinéraire technique pour l'implantation des prairies sous couvert. Le graphique qui est en dessous, ça représente une estimation, une évaluation à l'échelle du système de la mise en place de cette pratique sur la ferme. Donc ça reprend, en gros, sur la ferme aujourd'hui, on implante une 12aine d'hectares de prairies sous couvert, 8 pour faire des récoltes plutôt en fourrage et 4 pour faire des récoltes en grain. Le schéma représente une succession culturelle sur 2 ans. En A, c'est ce qu'on faisait en fait historiquement avant les implantations de prairies sous couvert, et en B, c'est ce qu'on fait aujourd'hui maintenant avec l'implantation des prairies sous couvert. Donc, par exemple, sur le premier, c'est dans le cadre de récolte en ensilage. Avant, on semait début novembre un métail qui était ensilé début juin, qui faisait 8,8 tonnes de matière sèche. On semait ensuite une prairie dans des conditions relativement séchantes début septembre, qui mettait du temps à lever, qui se salissait énormément, qui au mieux faisait 5 tonnes de matière sèche la première année. Et là, sur l'itinéraire B, donc il y a une implantation simultanée à la mi-octobre. Il y a un ensilage qui est fait début juin. La prairie est productive sur la partie été-automne, avec 1,5 tonne de production déjà sur le premier été-automne. Et puis ensuite, on a une prairie qui est bien installée, bien productive pour l'année suivante, donc qui peut faire 6,5 tonnes de rendement sur l'année suivante. Donc si on fait un différentiel sur cette succession-là, sur 2 ans, on a 3 tonnes de matière sèche produite en plus dans le cadre d'une implantation de prairie sous couvert par rapport à la première succession culturelle qu'on voyait. La même chose a été faite sur du grain.
on a une céréale qui a été semée toute seule début novembre, récoltée à la mi-juillet, puis une prairie implantée au mois de septembre, qui au mieux faisait 5 tonnes. Là, elles sont implantées en simultané. On a affecté une légère perte sur le rendement en grains, mais enfin après, on a une prairie qui est directement disponible et qui produit sur l'été-automne et qui va aussi produire de manière un peu plus importante sur l'année N+1. Et là aussi, on a un gain de 3 tonnes de matière sèche. À l'échelle du système, ça fait 36 tonnes de matière sèche en plus. On a des prairies qui sont bien implantées et propres, et ça nous permet aussi de bien intégrer les associations de céréales protéagineux dans notre rotation. Donc ce qui fait de ce levier-là un levier d'adaptation majeur, en fait, en tout cas juste au minimum pour la question de la sécheresse estivale. Alors, second levier, moi je vais vous parler un peu des rations hivernales. Donc d'un côté, on a nos vaches suitées qui vont représenter nos vélages d'automne, et de l'autre, nos vaches gestantes qui représenteront nos vélages de printemps. Alors tout d'abord, sur nos vaches suitées, donc les vélages d'automne, on est sur des animaux qui vont avoir de forts besoins, donc des animaux en lactation. On a 2 rations ici. Donc la première, de 2017 à 2019, on a une base d'ensilage céréales protéagineux avec du foin de luzerne, plus un peu de triticale pois. Donc c'était une ration qui fonctionnait très bien pour cette époque, mais en revanche, on a voulu aller encore plus loin pour savoir si on pouvait s'affranchir des concentrés. Donc de 2020 à 2022, on a gardé toujours notre base d'ensilage céréales protéagineux, et on a remplacé notre foin de luzerne par un enrubanage, donc ce qui nous a permis, tout en équilibrant la ration, de supprimer nos concentrés, et tout, à la fois économiquement, sur 40 couples mère-veau pendant 135 jours, on a gagné 500 € sur cette échelle, tout en produisant sur une surface plus minime. Ensuite, sur les vaches gestantes, donc le tableau à droite, on a 3 rations, toutes à base de foin. Donc de 2017 à 2019, on a comparé 2 lots, un lot avec du foin à volonté et l'autre du foin rationné plus de la févrole. Le résultat, c'est qu'on n'a pas vu d'impact sur les performances zootechniques. Et de 2020 à 2022, donc on a toujours gardé notre lot en foin rationné plus févrole, et on l'a comparé avec un lot foin rationné févrole plus minéraux. Et le résultat, de même, pas de différence sur les performances zootechniques. Donc aujourd'hui, on reste donc sur une ration qui est classique et qui a des intérêts aussi bien économiques qu'en termes de temps de travail, donc sur du foin à volonté. Donc on est bien sur des fourrages qui sont diversifiés et donc qui peuvent se passer de concentrés. Donc on a une économie de 5 tonnes de céréales et 2 tonnes de févrole sur l'ensemble de l'hiver. Alors un autre levier étudié sur la ferme, c'est le pâturage hivernal. Parce que qui dit réchauffement climatique dit de l'herbe qui peut potentiellement pousser l'hiver. Alors depuis quelques années sur la ferme, on a une 30aine d'animaux en croissance qui tournent sur les paddocks en hiver, donc avec un chargement plutôt faible, et que ce soit sur des prairies naturelles ou des prairies à fleurs variées. On pilote le pâturage avec une hauteur de sortie d'environ 4,5 cm, et on voit qu'en moyenne, on a 85% de valorisation de l'herbe, soit environ 800 kg valorisés sur les parcelles en hiver. Donc on s'est dit, est-ce que le pâturage hivernal peut abîmer nos prairies? Donc on a mené des essais en laissant une bande témoin. Dans chaque parcelle pâturée l'hiver, on laisse une bande qui est non pâturée. On mesure le rendement au moment de l'hiver et aussi on mesure le rendement au premier cycle de printemps au mois d'avril. Et on voit sur le graphique sur la droite de l'écran qu'il n'y a pas de différence de rendement entre ce qui a été pâturé l'hiver plus pâturé au printemps ou la zone témoin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des meilleures valeurs nutritives, notamment en MAT, sur ce qui a été pâturé l'hiver. Donc c'est plutôt une pratique positive. En plus, ça permet de créer de la souplesse à la fois en pâturage, puisqu'on on fait du déprimage l'hiver et on décale nos cycles de printemps. Et en plus de la souplesse en bâtiment, on gagne de la place. On gagne moins de récoltes à faire, moins de paillage, moins de mécanisation. Le tout à l'échelle du système et des 30 animaux qui sont dehors, on a une économie de 4 tonnes de févrole sur le système. Après le pâturage hivernal, on va s'intéresser aux animaux à l'engraissement. On arrive à bien finir les vaches à taurinier, hein, c'est performant d'un point de vue technique, économique, mais il y a quelque chose qui est un peu gênant, c'est les 800 kg de céréales dont on a besoin pour finir une vache. Ça conduit à un coût de ration élevé, et puis ça interroge quand même, dans un contexte de compétition feed food, sur l'utilisation qu'on peut faire de ces matières premières.
Donc du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'il est possible de réduire la part de céréales dans les régimes d'engraissement? Et ça passerait par une meilleure valorisation du fourrage au service de la performance technique et économique. Pour ça, on a pris nos vaches allaitantes pendant 3 années. La moitié des vaches ont reçu 3 kg de céréales, complémentées par un enrubanage proposé à volonté. Et l'autre moitié des vaches ont reçu 6 kg de céréales, toujours avec cet enrubanage proposé à volonté. Donc un différentiel uniquement sur la part de céréales de 3 kg. Quand on donne 6 kg à une vache, sur le pas de temps étudié, on a des GMQ de 932 grammes par jour. C'est correct. Quand on donne 3 kg, on a 816 grammes par jour. Les durées d'engraissement, elles varient. Logiquement, on retrouve une durée d'engraissement plus courte pour les vaches qui ont 6 kg de céréales, 153 jours. Mais la surprise, c'est que pour des vaches avec 3 kg de céréales, on n'est qu'à 163 jours d'engraissement. Donc seulement 10 jours de plus. Le tout pour avoir des poids de carcasse équivalents et bien sûr des notes d'état corporel à l'abattage équivalentes. Donc du coup, quand on met un peu d'économie par-dessus tout ça, on regarde la marge sur coût alimentaire. Et quand on donne 6 kg de céréales dans notre contexte aux vaches, 431 € de marge et 475 € de marge quand on n'en donne que 3 kg. Donc effectivement, ça s'explique par il y a une efficacité alimentaire qui est différente, à l'avantage du lot qui est à 6 kg. Et le lot qui est bridé, du coup, qui est à 3 kg, on ne lui donne pas le moyen d'exprimer son plein potentiel de croissance. Et il permet quand même de dégager une marge plus importante. Donc ça interroge clairement en fait, sur le coût de l'expression du potentiel génétique dans une logique en fait, même de production technique et économique au service de l'éleveur. Donc le tout permet concrètement une économie à l'échelle du système de taurinier, donc 25 vaches de réforme par an, une économie de 9 tonnes de céréales, sans pénaliser le revenu de l'éleveur. Alors le croisement, on en parle de plus en plus à Taurigné. Donc c'est un croisement qui est dit terminal, donc qui a pour objectif de produire de la viande. C'est un croisement où on met nos génisses limousines donc en race pure avec un taureau angus en monte naturelle. Donc c'est une reproduction à 15 mois. Aujourd'hui, on a une réussite de 68% sur environ les 80 génisses qu'on a pu passer depuis 2019. Celles qui ne réussissent pas à 24 mois, donc on arrive à les basculer sur un vélage 30 mois grâce à notre double période de vélage. Du coup, le 24 mois va nous permettre d'économiser une surface de 4,5 hectares pour la production. Et en revanche, on va devoir alimenter un peu en concentré issu de la ferme pour les performances de nos génisses. Donc à l'issue de ce croisement, on va avoir des mâles qu'on va castrer à l'âge au sevrage et des femelles donc, qui vont devenir des génisses de viande. Donc tous les animaux qui seront nés au printemps seront finis à l'herbe pâturée d'avril à juin et seront abattus aux alentours de 27 mois. Et ceux qui seront nés à l'automne donc, seront finis à l'herbe avec un petit peu de concentré de juillet à septembre et seront abattus aux alentours de 24 mois. Donc le croisement est là pour gagner aussi bien en précocité que de réduire les UGB improductifs. Alors sur ce croisement, on a des premiers résultats qui sont plutôt très encourageants. L'hypothèse de la précocité, la capacité à déposer du gras est vérifiée. Donc on arrive aujourd'hui à avoir des animaux qui sont abattus entre 27 et 27 mois qui sont finis, donc qui sont classés 3 à l'abattoir. Ça permet aussi de construire des itinéraires techniques qui sont assez économes. Pour les nés de printemps, c'est des itinéraires techniques 100% plein air. Et quand on fait la moyenne sur les deux lots, les nés d'automne et les nés de printemps, 70% de la matière sèche qu'ils ont consommée, c'est du pâturage. C'est de la matière sèche qui est prise au pâturage. On s'est aussi interrogé sur l'aspect qualité des viandes. Donc ça, c'est le tableau que vous avez sur la droite, où voilà, ces animaux, à la demande de la filière, ont été comparés à des femelles charolaises qui correspondent aux animaux qu'ils ont le plus souvent en fait, en filière bio. Donc on retrouve en bleu les femelles charolaises qui étaient des femelles qui avaient entre 4 et 5 ans, qui ont été comparées à des femelles croisées ou à nos mâles croisés sur des critères de carcasse, sur le persillé, le marbré, la couleur et sur les critères de qualité des viandes. Donc sur la carcasse, effectivement, on a une note de persillé légèrement supérieure sur les croisés par rapport à ce qu'on peut avoir sur les femelles charolaises. Et sur la tendreté, qui est quand même le premier facteur de qualité sur la viande, on a des notes de tendreté qui sont supérieures soit sur les femelles croisées ou les mâles croisés que ce qu'on peut avoir sur les femelles charolaises.
Et l'autre avantage aussi, ça peut être un format de carcasse qui est plus intéressant. Les carcasses sont plus légères. Là, on est sur des animaux entre 330 et 340 kg, qui peut aussi conférer des tailles de muscles et donc des tailles de piécés qui trouvent une valorisation et une voie de commercialisation plus intéressante au niveau de la filière. Et enfin, le dernier, on a fait une approche économique par rapport à un modèle bœuf qui va consommer lui aussi à peu près 800 kg de céréales. Là, on est sur des consommations qui sont beaucoup moins importantes et donc on a une approche économique qui est plutôt favorable. En comparant un modèle bœuf abattu à 31-32 mois qui consomme 800 kg de céréales, eh bien, les croisés, on peut estimer une économie d'à peu près 6 tonnes de céréales à l'échelle de l'exploitation. Donc un petit bilan technique pour un peu conclure sur ces 5 leviers. Alors c'est 5 leviers parmi tant d'autres sur la ferme, mais pour voir voilà, sur des indicateurs qu'on est habitué à utiliser pour analyser un élevage, ce que ça donne. Vous avez en orange sur le graphique de gauche les résultats entre 2015 et 2018, et en vert les résultats les plus récents entre 2020 et 2023. On remarque qu'on a augmenté notre production de viande vive par UGB, plus 6%. Pourtant, en parallèle, on a les poids de carcasse de nos vaches qui ont diminué. Et bien en fait, ce qui a permis ça, c'est de travailler sur le dénominateur. Effectivement, on a des UGB qui sont productifs avec moins d'UGB improductifs. Donc on a une efficacité du troupeau qui est supérieure à une performance individuelle. Et ça, c'est intéressant d'avoir réussi à le démontrer. Sur la part de concentré, vous avez vu qu'on a mobilisé plusieurs leviers pour essayer de réduire l'utilisation de ces matières premières. Et bien effectivement, sur le pas de temps, on a réduit de 22% l'utilisation de ressources sans pénaliser la rentabilité du système, au contraire, en la tirant vers le haut. Donc concrètement, avant, on était à 1,35 kg de concentré par kilo de viande vive produite, et maintenant, on est à 0,99. Pour diminuer cette part de concentré, il a fallu qu'on fasse évoluer le système fourragé. C'est-à-dire qu'il a fallu chercher de la densité énergétique, de la valeur protéique par le fourrage, vu qu'on ne voulait plus utiliser de concentré. Et donc on a un peu changé notre stratégie fourragère. Vous le voyez sur le graphe. En vert clair, vous avez les quantités de foin récoltées tous les ans. Et on voit entre les deux pas de temps que la quantité de foin elle a significativement diminué au profit de ce qui est en vert foncé, l'enrubanage. L'enrubanage permet d'aller chercher plus de valeur nutritive. Et donc du coup, il s'est substitué au foin. Globalement, on voit aussi que sur ce pas de temps, on utilise moins de ressources stockées. Pourquoi ? C'est ce qu'un peu Médéric vous a expliqué. On a développé le pâturage hivernal. Donc du coup, on a besoin de moins de stock pour nourrir les animaux. Et encore une fois, on réduit notre coût de production. Donc 5 premiers leviers et leur mise en œuvre au niveau du système et un impact technique. Maintenant, on va continuer un peu dans cette approche systémique en interrogeant un peu des notions de durabilité du système, notamment sur des aspects d'atténuation des émissions, des aspects de sobriété énergétique, sur la clé environnementale, et on va même aller, comme on est sur de la durabilité, jusqu'à des aspects économiques. Alors le premier, c'est de regarder les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur la ferme, quand on regarde les émissions, 75%, 3/4 des émissions, c'est du méthane entérique. Ensuite, on va retrouver du N2O et un tout petit peu de CO2 lié à la consommation notamment de carburant. Si on se compare à d'autres systèmes, là c'est un système de type naisseur-engraisseur, on a quand même moins 18% d'émissions si on les ramène en kilos de viande vive et moins 50% d'émissions si on les ramène par hectare. Alors pour réduire les émissions, le levier principal passe effectivement par l'efficacité du troupeau. On est sur une double période de vélage strict, en vélage 24 mois, qui permet effectivement de mobiliser un peu moins d'heures humaines par rapport à la production qui peut être réalisée. L'autre chose, c'est que effectivement, on le voyait, par contre, si on cherche à utiliser plus de matières premières, on peut se confronter à des limites technico-économiques. On le voyait avec l'aspect 6 kg et 3 kg, plus on utilise des céréales, ce n'est pas forcément techniquement et économiquement intéressant. Donc l'idée, essayer de diluer des émissions de méthane en consommant plus de CO2, c'est peut-être pas le levier le plus intéressant. Donc notre idée est bien d'interroger plutôt la réduction des consommations énergétiques, et ça va plutôt en lien vers des notions de sobriété. Alors ça peut avoir un impact assez négligeable sur les gestes, parce que 3/4 ici des gestes, c'est des émissions de méthane. Pourtant, on a des liens directs avec des postes de charge sur lesquels on a la main en exploitation, qui peuvent être les consommations d'aliments, qui peuvent être les consommations d'engrais, qui peuvent être les consommations de fuel. Et c'est vrai que sur un élevage bovin en place, l'approche énergie apparaît aussi très pertinente. Donc sur la ferme de Torigné, aucun aliment n'est acheté à l'extérieur et aucune surface alimentaire est importée. Peu de consommation d'énergie indirecte. Donc le fuel représente 66% de la consommation sur la ferme, auquel on doit ajouter 19% pour l'ETA, 6% correspondant au carbonate utilisé pour le chaulage, 5% pour la paille et 4% pour l'électricité. Donc on ne doit pas oublier les quelques mètres cubes de béton et quelques centaines de kilos d'acier utilisés pour les contentions
et matériel de pesée. Donc le fioul représente 85% de la consommation globale d'énergie, soit 75 litres par hectare et par an. Donc là aussi, si on compare par rapport à un système de référence, ramené au kilowattheure vive, on a moins de 35% de consommation en mégajoules et si on le ramène par hectare, on est sur 2,5 fois moins de consommation en fait, par hectare. Et dans notre cas de figure, aujourd'hui, essayer de réduire la consommation énergétique sur la ferme, c'est réduire en fait l'utilisation de fuel. Et ça passe par un levier, c'est essayer de maximiser quand même le pâturage. Et donc à Torigny, on est sur un système qui est 100% autonome avec très peu d'achats à l'extérieur. Donc de ce fait, on peut aller questionner le maintien de la fertilité dans les sols, d'autant plus qu'on est en bio. Et donc de ce fait, on s'est concentré ici sur le suivi du taux de matière organique. Donc, la matière organique, c'est vraiment un des piliers du fonctionnement des sols, aussi bien d'un point de vue physique, chimique que biologique. Et donc à gauche, là, on peut retrouver un premier, donc 3 histogrammes qui présentent l'évolution des taux de matière organique entre 2004, 2014 et 2023. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une évolution positive qui passe de 2,3 à 3,26% de matière organique dans les sols. Donc tout ça, c'est très favorable. Donc on a des taux de matière organique qui atteignent 2,9% sur les parcelles en rotation et 3,9% sur les prairies naturelles, avec peut-être un peu plus de variabilité sur les prairies naturelles. Et quand on se concentre justement sur ce suivi de la matière organique sur 14 parcelles, donc pendant 20 ans, donc sur ces mêmes parcelles, on voit qu'on a une évolution, on passe de 2,2% à 3% de matière organique 20 ans après. Et on a également une évolution d'autres paramètres, comme le C/N ou le pH, qui sont favorables et qui en fait coïncident à un bon fonctionnement du sol. On a également stocké du carbone, mais pas uniquement, aussi de l'azote et tout un tas de paramètres qui sont favorables pour le fonctionnement des sols. Alors Pierre l'a évoqué, élevage bovin et environnement, on pense aussi à l'aspect stockage de carbone et les trajectoires que présentait Pierre sur les augmentations en fait, de matière organique laissent présager une trajectoire assez encourageante aussi en termes de stockage de carbone. Ici, on a fait une approche par modèle de la densité apparente. On est sur un niveau de l'ordre de presque 700 kg de carbone par hectare sur les 14 parcelles là, qui étaient en rotation depuis 20 ans. Donc là, effectivement, en fonction des hypothèses qu'on retient, sur des hypothèses qui vont être plus conservatrices en termes de stockage, en fonction de la rotation, on va être plutôt sur des taux de compensation de l'ordre de 40 à 45% des émissions. Si on prend ces approches qu'on commence à réaliser, on va être plutôt sur 65 à 70% de compensation avec cette valeur-là. Alors quoi qu'il en soit, de toute façon, sur les aspects de stockage carbone, je pense qu'effectivement, il faut passer par de la mesure des taux de matière organique, mesure des densités aussi des sols, qui permettent de fiabiliser aussi ces résultats en termes de stockage. Et l'autre question que ça pose, la trajectoire qu'on a eue là, sur ces 20 dernières années, on partait d'une situation de départ avec des taux de matière organique qui étaient relativement faibles, qui sont passés de 2 aujourd'hui à 3%. Est-ce qu'on aura la même trajectoire dans les prochaines années? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un comportement un peu asymptotique en termes de stockage? La deuxième question qu'on peut se poser aussi, c'est on est dans un contexte de changement climatique, des aléas de plus en plus forts, des sécheresses marquées qui perturbent le fonctionnement un peu des sols et donc leur capacité aussi à pouvoir stocker. Et donc aussi un autre message, c'est que c'est vrai que stocker du carbone, c'est avant tout remettre de la matière organique fonctionnelle pour qu'un sol fonctionne et pour mettre à disposition de l'azote, c'est aussi de la matière organique qui doit se minéraliser. Donc c'est de remettre cette matière organique fonctionnelle et le stockage de carbone est un co-bénéfice un peu à remettre de cette matière organique. Alors Torigny, du coup, il s'intègre clairement dans une démarche agroécologique. Donc on a près de 60 hectares de prairies naturelles, donc ce qui fait un vrai réservoir de biodiversité avec des prairies qui stockent et des espèces botaniques qui sont nombreuses et des espèces qui sont bien adaptées à son sol. De plus, on a près de 20 km de haies, donc c'est des atouts aussi bien pour le sol qui va favoriser la vie microbienne du sol ou qui va limiter les érosions par exemple, mais aussi sur l'élevage donc qui va permettre de faire effet de brise-vent ou encore d'ombrage l'été. Donc on a des ressources, donc c'est vrai des vrais puits de carbone. Donc on peut dire que Torigny a des aménités environnementales qui sont indéniables. Donc si on s'intéresse maintenant à la performance économique du système ferme Torigny, donc sur le graphique qu'on peut voir ici, on a mis de côté complètement tous les produits qui peuvent être liés à la partie recherche, donc les formations, et également on a mis de côté les charges. Donc là on s'intéresse uniquement au système ferme.
Donc, si on regarde la composition du produit, on voit déjà qu'on a une part importante qui est liée à la vente de viande, donc pour 141 000 euros. On a également des aides pour 53 000 euros. Donc, du côté des charges, maintenant, on voit que le premier poste de charge hors main-d'œuvre, c'est les charges de structure. Voilà, on a de la mécanisation sur la ferme. On a également, pour 22% du produit brut, des charges opérationnelles. Donc là, on va retrouver les semences et tous les différents frais pour le troupeau. Et donc, d'un point de vue de la rentabilité, ça nous donne un EBE d'à peu près 100 000 euros avant main-d'œuvre, ce qui correspond à peu près 50% du produit brut. Donc, c'est assez satisfaisant d'un point de vue rentabilité. Et du coup, au niveau du système, après 25 ans d'existence, on a un cheptel et des bâtiments qui sont amortis. Donc, on n'a plus que 15 000 euros d'annuité. Donc ça permet de libérer à peu près 85 000 euros pour les rémunérer du travail, qu'on estime à 1,6 UTH sur la ferme, qui est ventilé à 50% pour le troupeau, 25% sur des activités culture et 25% de divers d'administratifs. Donc in fine, ça nous donne 2,5 SMIC brut par UTH qui sont disponibles. Et donc dans le cas d'une reprise, le système ferme taurinier, il demande quand même un effort de capitalisation qui est assez important et qui peut avoir une répercussion sur le disponible, du coup, si on augmente le volume d'annuité. Et donc tous ces éléments, c'est de montant et de financement du capital, c'est aussi des travaux qui sont en cours, notamment par nos collègues de l'Institut d'élevage, des chambres d'agriculture ou des réseaux d'élevage Inosis. Et donc finalement, on voit que ces bonnes performances économiques du système, elles sont aussi associées, surtout associées à des choix techniques qui ont été faits, notamment de maîtriser l'improductivité au niveau des animaux, tout en ayant une bonne valorisation. Donc ça nous permet d'obtenir finalement des chiffres comme 350 kg de viande vive produite par UGB, qu'on rémunère à peu près à 3,10 euros du kilo vif. Donc taurinier, c'est aussi une maîtrise des charges, avec une bonne efficacité économique, le BE sur produit, et également une maîtrise des investissements. Donc tout cela pour avoir un système qu'on peut maintenant qualifier de vivable et viable. Donc pour synthétiser un peu l'ensemble de ces éléments, il y a eu des questionnements autour de l'autonomie protéique très récemment. Donc la question de l'autonomie alimentaire, là sur le système, l'autonomie alimentaire est totale depuis 25 ans. Et voilà, les grands enjeux passent par un chargement adapté. Le chargement ici sur la ferme, c'est 1,1 UGB par hectare de SFP. Respect adapté en fait au potentiel, notamment des prairies, parce que la ressource herbe est quand même la première ressource. Des ressources alimentaires, on cherche un peu de diversification et de complémentarité, les ensilages d'associations de céréales protéagineux, la luzerne, des itinéraires techniques aussi innovants par l'implantation des prairies sous couvert qui permettent de contourner la sécheresse estivale et qui sont un levier d'adaptation assez intéressant face au changement climatique. Sur la thématique de l'atténuation des émissions, il y a une clé d'entrée qui est liée vraiment à l'efficience du troupeau. La double période de vélage strict, le vélage 24 mois, ça permet de réduire les UGB improductifs. L'objectif, c'est d'avoir un veau sevré par vache présente. Les IVV sont à 365 jours. Et la baisse de l'âge au premier vélage permet de baisser les UGB improductives pour avoir un niveau de productivité autour de 350 kg de viande vive par UGB. Et par contre, le levier productivité individuelle, pour essayer de gagner encore en productivité sur les animaux, il n'est pas forcément très pertinent. On le voyait autour de l'essai qu'on a fait autour de 3 kg et 6 kg. Donc il y a un levier d'efficience à trouver sur l'efficacité du troupeau, pas forcément sur la performance individuelle de chaque individu. Sur la partie sobriété énergétique, ça passe par moins de céréales consommées pour le troupeau et essayer de maximiser le pâturage, utiliser la vache, la barre de coupe à l'avant et les pendeurs à fumier à l'arrière. Il y a aussi à poursuivre sur des itinéraires techniques moins énergivores. On le voit dans le cadre de l'implantation des prairies sous couvert, par exemple, en une opération de travail du sol et un semis, on implante deux cultures. Sur la question de la souveraineté alimentaire qu'on a posé un peu comme enjeu, aujourd'hui 92% en équivalent viande vive de la viande est commercialisée en viande rouge finie sur le marché intérieur. Ça passe par la valorisation des mâles en bœuf, ça passe aussi sur son travail autour du croisement. De manière générale, on a présenté des éléments aussi autour de l'amélioration de la fertilité des sols, des perspectives encourageantes autour du stockage carbone. Et dans une ferme de polyculture élevage herbagère où il y a une part d'herbe relativement importante, c'est aussi des atouts en termes de biodiversité. Et enfin, pour questionner la durabilité jusqu'au bout, jusqu'à l'efficacité économique, l'efficacité économique, elle est démontrée. On a un système qui dégage 50% de BE sur produit, un système efficace d'un point de vue économique et qui permet une rémunération du travail qui est quand même satisfaisante. Donc on est sur un système
efficient, durable, viable et transposable. Et on a ce concept d'agroécologie qui émerge, on est totalement en phase avec ce principe un peu d'agroécologie. Alors pour conclure, on a 2 éléments très structurants qui vont nous aider à poursuivre les réflexions. On sait que les conséquences du changement climatique vont s'intensifier, on le vit au quotidien. Les tensions sur les disponibilités des ressources, notamment énergétiques, il y a de très fortes chances qu'elles s'accroissent et assez rapidement. Donc du coup, il y a une obligation presque de développer des formes de valorisation fourragère via le pâturage, c'est-à-dire le moins énergivore possible, plus sobre et qui permettent une valorisation qualitative de l'herbe par les bovins. Alors pour ça, il y a différentes choses qu'on commence à travailler, vous avez pu le voir durant la journée, des choses sur le bulk grazing, d'autres sur la valorisation du foin sur pied ou du stock sur pied, pour limiter les récoltes. Le fait aussi de pâturer des légumineuses sur la période estivale. C'est vrai que traditionnellement, nous ici, on a toujours récolté la luzerne. Maintenant, on la fait pâturer. Et il y a sûrement d'autres choses à inventer, à imaginer pour répondre à ces grands enjeux. Poursuivre l'approvisionnement sur le marché intérieur avec des viandes de qualité, qualité au pluriel. Voilà, il faut une viande qui satisfasse le consommateur, ne serait-ce qu'en termes de forme, la taille des morceaux. On veut aussi une viande bas carbone, parce que l'empreinte environnementale, on veut qu'elle soit la plus faible possible. C'est aussi une attente du consommateur citoyen. Mais aussi garder à l'esprit qu'il faut satisfaire le bien manger à la française. Et c'est vrai qu'en France, on aime la viande rouge, la viande grasse, et il va falloir trouver des itinéraires les plus économes possibles pour répondre à ces 3 enjeux. Et enfin, voilà, poursuivre la synergie élevage-culture, avec des itinéraires techniques à faire évoluer, plus simples, réduire le travail du sol, et placer du coup la prairie assolée et plus globalement aussi les couverts pâturés comme pivot d'un système sobre en intrants au service de l'agronomie. Donc pour une agriculture plus sobre et résiliente, on pense que le tandem prairie, bovin pâturant, il a beaucoup d'avenir. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Et on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Bonjour. Bonjour à tous. Je me présente, Nolwenn Briand. Je suis la secrétaire générale de la COP Pays de la Loire auprès du préfet de région. Et je suis ravie d'avoir été invitée à cette journée puisque clairement, tout ce que vous avez présenté, ça montre que les solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre des élevages et prélever l'environnement, elles existent, elles sont démontrées, elles sont efficaces. Et vous avez démontré aussi avec cette journée qu'elles intéressent énormément. Et enfin voilà, je voulais d'abord vous dire ça. Et la question que j'aurais, c'est maintenant, qu'est-ce que vous allez tester? Vous avez testé plein de choses. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur vos nouvelles idées? Le micro. Sur la partie élevage, il nous reste à poursuivre. En gros, la vache bas carbone, dans notre vision, c'est la vache qui consomme le moins de fuel possible. Donc c'est celle qui pâture au maximum. Donc sur la partie de l'élevage, il y a quand même des choses à faire. Enfin, le changement climatique va modifier quand même la mise à disposition de l'herbe. Donc maintenir du pâturage dans un contexte où les sécheresses vont être de plus en plus intenses sur la période estivale, on l'a vu, il y a des enjeux autour, foin sur pied, pâturage de légumineuses par exemple, qui sont des pistes pour laisser les animaux dehors et les refaire pâturer de la biomasse en fait à l'extérieur. Donc sur la sphère élevage, c'est vraiment d'aller plutôt dans ce sens-là. Et puis il y a l'autre question aussi, c'est la question d'un point de vue plutôt agronomique, d'un point de vue systémique. Ce rôle un peu de la polyculture élevage, en quoi d'avoir des prairies notamment qui sont assolées dans une rotation, ça peut avoir plein de bénéfices en termes de réduction des intrants, que ce soit des engrais, que ce soit de la pression aussi en termes d'utilisation d'intrants. Donc il y a aussi cette clé-là d'aller regarder aussi en quoi des prairies assolées, des couverts pâturés peuvent aussi permettre de construire des itinéraires techniques qui au global sont moins coûteux, quoi. Et je rajouterai au propos de Bertrand, c'est qu'il y a quand même des interrogations sur notre modèle animal.
On a vu, pour bien finir nos bœufs limousins, nos vaches limousines, on a besoin de 800 kg de céréales. Quand on pose le constat, on peut s'interroger quand même sur l'utilisation de ces 800 kg de céréales. Et donc il y a vraiment des travaux à poursuivre sur ce modèle animal. L'enjeu, c'est vraiment qu'il valorise un maximum de fourrage. Au pâturage, ça serait l'idéal. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question juste sur le fait que vous avez construit un système ultra autonome, on va dire, et économe. Quelle est la conséquence aujourd'hui, notamment sur le bilan des minéraux, et je pense notamment au phosphore et à la potasse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'entrée de phosphore et de potasse dans votre système, et je regarde un peu les résultats, je vois bien que le bilan est négatif. Est-ce qu'à terme, c'est une inquiétude pour vous? Et si vous avez des solutions, je suis preneur. Voilà. Bonne question. Après, effectivement, alors, sur des volants un peu auto-fertilité, faire entrer du carbone, faire entrer de l'azote dans un système, ça peut effectivement s'activer. La question du phosphore, oui. Donc on constate, dans le graphique, on voit bien, les teneurs ont baissé, on est autour de 70% de la valeur qu'il y avait en 2004. Aujourd'hui, par contre, c'est marrant, ça ne baisse plus, on est sur... voilà, donc ça, alors, il y a des projets en grande culture bio. Il faut savoir que les niveaux d'exportation quand même sur des activités d'élevage, et notamment d'élevage de bovins-viande, les niveaux d'export sont quand même nettement moins importants que ce qu'on peut faire en grande culture. Dans notre contexte, notre premier facteur limitant reste quand même l'eau et la disponibilité en azote sur la croissance végétale. On n'a pas atteint le taquet d'identifier le phosphore comme étant un facteur limitant. Ça peut être plutôt un enjeu de grande culture en grande culture bio. Donc ça, il y a des projets, il y a un projet notamment Phosphobio qui travaille sur ces thématiques-là, et plutôt dans le domaine de la grande culture en bio, qui effectivement a faire entrer du phosphore et a des difficultés à faire entrer du phosphore. Bonjour. J'ai le micro, du coup je vais une triple question. Tout d'abord sur la paille, j'ai pas bien compris s'il y avait des achats de paille sur la ferme. Quelle quantité? Le fait de consommer moins de céréales pour l'engraissement fait qu'il y aura moins de paille demain sur la ferme disponible. Du coup, la projection de ça par rapport aux besoins pour la litière. Et une dernière sur des essais éventuellement sur la betterave fourragère pour l'engraissement, pour remplacer les céréales en partie. Alors oui, moins de céréales pour les animaux sur la ferme. On fera toujours des céréales au service de l'agronomie. On aura vraiment un élevage, enfin l'objectif c'est un élevage au service de l'agronomie, pour faire des cultures de vente à destination de la nutrition humaine. Voilà. Pour les betteraves, c'est une question qu'on a. Il se fait que on a des priorités dans les projets de recherche. L'idée est intéressante. Elle sera peut-être travaillée dans les prochaines années à Torigné. En tout cas, d'un point de vue nutritif, elle est très pertinente. Oui, alors, je passe le micro au spécialiste de l'achat de paille. On achète 1 à 2 camions par an, tout simplement. De paille, non, il n'y a pas de paille bio sur le marché. Donc c'est de la paille conventionnelle. Mais c'est variable selon les années, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le pâturage hivernal, les besoins en paille sont en diminution. Donc on verra comment ça évoluera dans l'avenir. En tout cas, voilà. Et cette année, on a acheté un petit peu plus de paille, parce que vous voyez, on a aussi devant, il y a un peu partout. Voilà. Bonjour. Déjà, merci pour votre travail aujourd'hui et vos présentations, c'était très chouette. Une question par rapport aux conditions météo particulières de cet hiver. Comment vous avez géré ça? Quand est-ce que les animaux sont sortis? À quel point les prairies ont été marquées, etc. Merci. Donc cet hiver, on a 60 animaux qui sont restés dehors, une trentaine en pâturage hivernal avec une ration 100% herbe pâturée. On s'est fait peur, c'est passé et les conséquences sont négligeables liées au pâturage hivernal. On avait 30 animaux, un peu moins, en bale grazing hivernal. Donc là, mouvement quotidien. On proposait une botte de foin par jour à ces 30 animaux, plus à peu près 1200 mètres carrés d'herbe pâturée. Là, il y a des jours, il y a eu des dégâts sur les prairies. Les vrais dégâts, on va les quantifier là au moment de la récolte. On n'a pas encore récolté ces parcelles. Et vous pouvez compter sur nous pour partager ces informations, parce qu'elles nous intéressent énormément, mais c'est sûr que cette année, il y a eu des dégâts. Après, voilà, on les a limités parce qu'on avait été en mouvement quotidien. Donc du coup, voilà, les jours où ça se passait bien, on espère qu'il n'y aura pas de conséquences.
Oui, j'ai pas de questions, c'est simplement pour vous remercier, parce qu'enfin, voilà une ferme expérimentale qui ose tester des choses que certains agriculteurs essaient de tester empiriquement depuis une dizaine d'années. Et vous osez, et en même temps, l'avantage, c'est qu'on va avoir des choses chiffrées. Donc, merci pour tout ce que vous faites et l'effort que vous portez pour ces choses-là. Voilà. Merci. Oui, donc je me joins à la prise de parole précédente pour vous dire merci. Et j'avais une question sur le croisement Limousin-Angus. Donc le Langus pour aller chercher de la précocité. Pourquoi pas aller chercher de la précocité sur le schéma précoce de la race limousine? Très bonne question. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus de la réponse. Là, on va chercher de la précocité en gras. En Limousin, on a la précocité dans la capacité à faire du développement musculaire rapidement. C'est en opposition génétique avec les dépôts de gras. Donc c'est deux précocités différentes. Et là, on voulait vraiment celle en gras et celle qui fait que l'animal il atteint l'état adulte le plus rapidement possible. Voilà. Mais on a souvent cette question. Oui, Joël Merceron, je suis le directeur de l'Institut d'élevage et je voulais revenir sur la première question. D'abord, merci effectivement pour cette présentation et vous l'avez présentée de manière très positive. Donc ça arrive à la question, mais qu'est-ce que vous allez faire demain? Donc je veux insister moi sur le fait que en agriculture et en élevage en particulier, c'est jamais terminé, et que de toute façon il y a le temps qui va changer tout le temps, donc il y a du travail pour demain. Et c'est vrai que l'intervention juste avant pour dire qu'on a besoin de références chiffrées, c'est important. Donc c'est un point essentiel qu'on fait que vous faites ici, mais qu'on fait dans les fermes expérimentales en général sur tout le territoire et en particulier en ruminant. Donc ça, c'est un point important. L'autre point important sur lequel je voudrais insister, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est-à-dire la diffusion, l'impact, c'est-à-dire transmettre à tous ceux qui sont venus tout ce que vous avez fait et tous les résultats. Et puis ça me permet, puisque j'ai le micro, d'introduire une question qui, je l'espère, pourra voir le jour au final. C'est qu'on essaie de conduire un grand projet qui s'appelle Ambition Élevage au niveau du territoire national, sur tous les élevages, ruminants, mais aussi les filières hors sol, pour qu'on arrête le déclin de l'élevage. Parce que là, vous avez prouvé qu'on était capable de faire de l'agriculture, de produire de la viande, de manière décarbonée, respectueuse de l'environnement, avec la biodiversité, etc. Et c'est tout ça qu'on a à faire. Et on est en train de construire, et je l'espère avec le soutien du ministère, un grand projet qui s'appelle Ambition Élevage pour qu'on arrête de croire que la solution à la décarbonation, c'est la diminution des cheptels. Donc c'est ça qui est important. Donc bravo, et puis j'espère qu'on pourra vous amener encore d'autres moyens, parce que vous êtes l'exemple typique de ce qu'il faut qu'on fasse dans Ambition Élevage. Merci. Merci. Mais ce sera peut-être pas pour Bertrand ma question. Merci beaucoup pour la présentation, parce que j'ai à peu près tout compris et c'était pas gagné. Donc merci beaucoup à tous, c'était très clair. Et j'avais une question, moi, pour faire un pas de côté et sur du coup, donc vous êtes une exploitation qui est autonome. Quelle est la part du coup de culture que vous êtes capable d'exporter, puisque vous vendez la viande, ok. Quelle est la part de grande culture que maintenant vous êtes capable d'exporter, et dans quelle mesure un élevage de ce type-là peut contribuer du coup à la souveraineté alimentaire sur d'autres filières, les grandes cultures, le maraîchage, l'arboriculture, qui ont besoin de matières organiques issues de l'élevage, je le rappelle. Oui. Alors, Désolée, c'était pour conclure sur une ouverture. Alors, ouais, aujourd'hui, ce qu'on a en fait sur le système, donc on a une quinzaine d'hectares, même on est jusqu'entre 15 et 20 hectares de culture annuelle qui étaient autoconsommés.
forme de mélange de triticale-pois, de févrole, etc. Une quinzaine d'hectares. Donc c'est leur place à eux en fait qui interrogent parce que c'est des cultures pour lesquelles on met de la mécanisation et on pourrait potentiellement être sur des récoltes à vocation de l'alimentation humaine, quoi. La chose qu'on ne sait pas, et là on ne sait pas où positionner le curseur, c'est que dans un système comme celui-là qui est effectivement très autonome, dans sa mobilisation en fait, de matière organique qui vient de l'extérieur, la seule en fait qui vient, c'est celle qui est fixée par les prairies. Donc entrée de carbone, entrée d'azote. Si demain, le curseur, on ne sait pas à combien de parts de culture végétale exportées, et des niveaux d'exportation, il y en aura plus, il y aura des niveaux d'exportation au phosphore, etc. À quel moment, en fait, le bilan, à quelle quantité de surface en élevage en prairie il faut conserver pour pouvoir ensuite en allouer une plus grande partie à des cultures là, qui, pour le coup, sont exportées, quoi. Mais ça fait partie aussi. Une de nos idées, c'est aussi de regarder un peu sur cette complémentarité en fait polyculture-élevage, jusqu'où, comment elle peut se faire. Donc là, c'est pour des années là. Ouais, une question sur les leviers techniques. Ça a été mentionné, on a le nombre de kilomètres de haies que vous avez sur la ferme. Est-ce que pour vous, c'est aussi un potentiel de travail dans les futures années, de planter des arbres et de travailler sur le rôle de l'arbre dans ce triptyque sol, animal, plante, et pourquoi pas planter des arbres dans les prairies et travailler sur la résilience long terme, quoi. Oui, ça fait clairement partie des projets. Déjà, depuis 2017, il y a eu à peu près 450 mètres de haies qui ont été réimplantés. Et déjà, on a un espace bocager qui est assez important sur la ferme. Et bien sûr, il y a encore des parcelles qui mériteraient peut-être justement d'avoir davantage d'infrastructures, aussi bien des haies, des linéaires de haies ou bien des arbres isolés. Voilà. Aussi bien pour le rôle d'ombrage que de stockage de carbone et également la fonction un peu grattage, hein. Les effets sur le bien-être animal ne sont plus à démontrer, mais voilà, autant d'effets positifs des arbres dans le système. Voilà. Est-ce que, donc au niveau des arbres, il y a une réflexion pour valoriser d'une manière ou d'une autre le bois sur la ferme, qui soit consommé par les bêtes, qui soit valorisé en bois déchiqueté? Est-ce qu'il y a des réflexions sur l'exploitation de ce bois et de vos haies? Alors aujourd'hui, le bois il est valorisé en copeaux qui est commercialisé ou utilisé quand on fait des grandes journées portes ouvertes. Ça peut aider. Et il y a un peu de bois qui est valorisé aussi en bois pour le chauffage. Voilà. La question des litières, on se l'est posé plusieurs fois. Voilà. C'est à faire. On ne s'est pas donné les moyens aujourd'hui d'avancer là-dessus plus rapidement, mais c'est un sujet à faire. Bon, plus de questions. Alors, avant de quitter la salle, on va laisser la parole à deux personnes. Taurigné, c'est une SARL avec des actionnaires. On a 12 actionnaires qui sont représentés sur le panneau, qui sont là. Et pour animer le conseil d'administration, on a une cogérance qui est représentée par Benoît Arthu et Denis Lézé. Et ils vont prendre la parole. Alors, bonjour à tous, moi je suis Benoît Artus et j'ai l'honneur d'avoir remplacé Christian Huette, qui était avant le président de la SARL. Donc comme Julien l'a pu expliquer, je cogère avec Denis. Cette idée d'avoir créé, Jean-Paul est là, présent il y a plus de 25 ans, la ferme de Taurigné, et Marc Collin en même temps, donc il y a eu cette volonté politique. Mais je vais vous faire bref, parce que on a eu aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a pu le dire dans le discours, vous avez pu voir et sentir ce qui est l'esprit de Taurigné. La rigueur, l'équipe, et vous avez ici une équipe qui s'est donnée à fond pour vous produire un très beau résultat de par les études et par de ce qui a été exposé. Et je dirais même dans la conférence qui a pu nous être présentée, de voir que tout le monde a pu
participer, moi j'ai trouvé ça, c'est un moment fort. Et c'est comme à chaque fois quand je viens ici, moi, en réunion, conseil d'orientation, conseil d'administration, c'est cette émulsion qu'on sent aujourd'hui. Donc moi, à moins que Denis, tu avais un truc, parce que moi j'ai l'émotion, ça vibre quand on vient ici, parce que taurinier, on a tous dans nos exploitations, ou même chaque conseiller, un peu de taurinier dans l'élevage. Et donc je tiens à remercier Théo, Médéric, Pierre, Philippe, Bertrand et Julien pour votre engagement et ce que vous avez envie de transmettre pour toutes ces valeurs-là d'élevage. Vous faites votre métier avec passion et je tiens qu'on peut les applaudir très fort pour cette belle journée. Je peux te laisser la parole un petit peu, Denis. Moi, voilà. Merci. Donc, Denis Lézé, donc président de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire. Donc, tu l'as rapidement dit, Benoît. Donc, la ferme de Torigné, c'est une SARL avec 12 actionnaires. Donc, à 50%, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire aujourd'hui. Il y a 25 ans, je vais faire mon petit cocorico départemental. C'était la Chambre de Maine-et-Loire. Donc, Marc Collat, je ne sais pas s'il est là, Marc. Il est là. Voilà, Marc, voilà, c'est... Et puis Jean-Louis Lardeux, je ne sais pas non plus après si Jean-Louis... voilà, ben c'est la perspicacité finalement des élus professionnels il y a 25 ans, 98, voilà, 97, le bio à l'époque, on reprend les chiffres, ben, c'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc voilà, oser porter une ferme expérimentale dédiée à la bio, ben, voilà, il fallait le faire. Donc bravo de l'avoir fait. Bon, le Maine-et-Loire est une terre riche de fermes expérimentales et le Maine-et-Loire est une terre riche d'innovation, riche sur l'agronomie. Alors moi qui porte au niveau de la Chambre régionale plutôt l'agronomie et le végétal, on le voit aussi, le Maine-et-Loire sait être en avance, les Pays de la Loire aujourd'hui savent être en avance et on a la chance, c'est un modèle assez unique finalement dans les fermes expérimentales, une ferme chambre mais avec une dizaine de partenaires. Et effectivement, moi, à chaque fois que je viens, je mesure ce dynamisme, cette ouverture amenée par, je crois, toutes les structures, ou en tout cas les principales structures d'élevage et économiques du territoire. Voilà, une vraie richesse. On en est très très fiers de cette ferme. Merci les gars, bravo. Merci, donc, je réitère pour votre travail au quotidien. Ils nous bousculent, hein. Il faut les gérer, les loustiques. Mais ça fait du bien. Et puis bravo pour toute l'énergie que vous avez mis pour cette journée. Là, je crois que quand les nerfs vont tomber, vous allez bien dormir ce soir. Bien dormir ce week-end. Voilà. Peut-être faire la transition. Donc une dernière conférence dont j'ai pu oublier. Non, c'est l'oubli de Pierre-Marie. Voilà, une dernière conférence, encore plus d'ouverture, Maëlle, avec ton côté maraîchage, voilà, tu as su. C'est pour ça qu'elle n'a pas tout compris, c'est qu'elle vient du maraîchage. Mais moi aussi, moi qui viens, qui suis pas éleveur, moi aussi je découvre plein de choses quand je viens au quotidien aussi au conseil d'administration. Voilà, donc une dernière conférence pour encore plus ouvrir les réflexions, encore plus peut-être nous bousculer, nous conforter, on verra. Voilà, au service, en tout cas nous on le porte de l'élevage demain. Merci Benoît, merci Denis. Donc oui, une dernière conférence à 18h30. On a la chance, le plaisir, la chance d'accueillir Pierre-Marie Aubert de l'IDRI. Donc Pierre-Marie vous expliquera ce que c'est l'IDRI, ce que c'est que son métier au quotidien. Et il va vous présenter des choses très très intéressantes et on est très content qu'il ait pu être disponible ce soir. Donc on vous donne rendez-vous dans 20 minutes là, c'est ça ? 20 minutes, vous avez le temps d'aller voir Agathe, boire un coup, vous revenez. À tout à l'heure. Amazing.